Voilà, bonjour et bienvenue dans les Chroniques Inutiles. On va parler sur un sujet que j'ai mis spiritualité. Je vais peut-être changer le titre quand même. Mais donc je suis rejoint aujourd'hui par Maurice. Bonjour Maurice. Merci, bonjour François. Et Jean-Daniel. Hein. Bon, bonjour Jean-Daniel. Bonjour, grand prêtre. Voilà. Et ah oui, donc Maurice, il y a tout un culte autour de mon podcast que j'expliquerai peut-être après, parce que ce sera tout à fait pertinent, je crois. Et donc, pour commencer celui-ci, je vais lire un texte comme inspiration. Et donc, le voici. Et donc, ici, c'est Candide qui parle et il dit « Croyez-vous que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils le font aujourd'hui ? Qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, lâches, envieux, gourmands, ivrognes, avares, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites et sots ?» Sur quoi Martin répond « Croyez-vous que les éperviers aient toujours mangé les pigeons quand ils en ont trouvé ?» Candide répond « Oui, sans doute. » Sur quoi Martin répond « Eh bien, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur ?» Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Vous êtes là? Oui, oui, on est là. Donc c'était de Voltaire, c'était de Candide de Voltaire. Et j'ai été inspiré par toutes ces situations coronavirusiennes. Ah oui, j'explique peut-être pourquoi j'ai choisi celui-là. Donc j'ai été inspiré par les situations coronavirusiennes où typiquement tu as le gouvernement qui fait son truc, tu as les humains qui font leur truc, et tu as plein de gens qui se plaignent « Oh, pourquoi personne n'est rationnel ?» Et comment en fait cette espèce de choc révèle tellement de choses sur l'humanité qu'on avait un peu oublié en fait. Et donc voilà, et donc j'avais envie de lancer le sujet de tiens, est-ce que c'est possible de viser plus haut, d'avoir des idéaux, ou est-ce que nous sommes toujours destinés à rester des espèces de singes qui se comportent comme des singes, avec du langage et des symboles pour se sentir plus intelligents que les autres? Voilà, j'ai lancé, je crois. Jean-Daniel, je te laisse la priorité ou bien je Non, commence? non, vas-y, comment je reste en retrait, je rebondirai après. Ah, merci. Euh, j'ai difficile à être amusant sur un sujet aussi sérieux que la période que l'on vit après. Euh, il y a plusieurs aspects, et plusieurs niveaux d'information sur ce genre de sujet. Clairement. Bien vu. Et je tiens à souligner d'abord une chose, c'est que qu'est-ce qu'un être humain? Et donc, je pense qu'il est important de dire que l'être humain est un être psychique et il se trouve dans une enveloppe matérielle, dans une enveloppe physique. Et il reçoit une énergie au niveau spirituel. Sa conscience est reliée à son super subconscient qui se trouve à l'intérieur du monde. Et donc, dans le langage scientifique, l'on a l'habitude d'appeler l'énergie spirituelle par le mot vitalité. Sans l'énergie de la vitalité, l'on ne peut rien faire. Parce que c'est elle qui donne le mouvement au corps physique. L'âme, qui est le véritable moi, qui est invisible, mais qui se trouve, disons, à 10 cm du front, un peu à la hauteur de la glande pinéale. Et donc, l'âme, elle, si tu veux, est toujours connectée à l'énergie qui lui permet de fonctionner. Donc, il n'y a jamais de déconnexion de l'âme.
elle est à l'intérieur de l'énergie de l'âme. Et donc, mais le corps psychique et le corps physique dépend de l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, on la reçoit par la colonne vertébrale et elle est distillée à l'intérieur du corps. Et c'est cette énergie vitale qui permet de faire fonctionner le moteur de l'être humain. Il y a une chose qui définit l'être humain, c'est-à-dire que la vie de l'âme à l'intérieur du corps. Et l'âme, lorsqu'elle est à l'intérieur du corps, elle a un computer qui est l'esprit. Et l'esprit travaille avec le cerveau. Et donc, ce computer qui est l'esprit, on peut considérer que le cerveau est son intérieur. Et donc, mais dans tout ce mécanisme qui est l'âme, qui est le véritable moi, le computer et l'interface, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de fritage, beaucoup de déconnexion. Et en réalité, ces déconnexions souvent sont dues au libre arbitre de l'esprit. Et pourquoi? Parce que l'esprit peut faire des erreurs. Je prends un exemple. Nous sommes à la maison et puis nous branchons les appareils vidéo, Hi-Fi et ainsi de suite. Et puis le câble traverse le salon et puis on marche et puis on heurte le câble. La caméra ou la télévision tombe, il y a une déconnexion et puis plus rien ne marche. Bon, il faut réparer, il faut faire tout un tas de choses pour remettre les choses en ordre. C'est le cas de la vie. Il y a entre l'âme, l'esprit et le cerveau. Et l'impact de ces problèmes de vie a une répercussion sur le corps physique. Et donc, le corps physique attrape les coups et donc subit bien des problèmes. Si je souligne ça, c'est parce que derrière ces mots que je prononce, il y a une expérience de vie. Et c'est quelque chose qui a été théorisé par des gens d'un niveau élevé et que j'ai pu connaître. Mais avant de les connaître, je l'ai vécu dans ma chair et dans mon sang. Je peux te poser, je peux réagir un peu à ce que tu as dit. Ce qui est, donc j'ai relevé plusieurs mots, j'ai relevé âme dans un corps, j'ai relevé esprit, j'ai relevé le mot erreur aussi, j'ai relevé aussi, qu'est-ce qu'il y avait comme mot que tu as utilisé? Oui, les erreurs qu'on peut faire, oui ou non, l'élévation, l'expérience de vie. Et du coup, ouais, je voulais poser un peu cette question-ci. Au fond, si l'esprit fonctionne comme il fonctionne, hein, donc on fait des erreurs et tout ça, mais la question que je me pose, c'est est-ce que quelque part les erreurs que l'on fait ne sont pas le meilleur, entre parenthèses, professeur pour apprendre quelque chose, et que donc d'une certaine façon les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, et que quelque part le Maurice auquel je parle maintenant
s'il n'avait pas vécu telle ou telle erreur ou telle expérience, il ne serait pas devenu le Maurice qu'on l'entend maintenant? Tu es un garçon très intelligent et tu comprends vite les choses et ce pourquoi je t'apprécie. C'est que Oh c'est merci! très... Toi tu sais donner des flatteries, hein. Oui, oui, mais je ne le fais pas pour manipuler, mais pour dire des vérités. Et si je dois dire des choses sèches, je le dis également. Et donc, ce n'est pas pour rien que tu as fait ce site. Ce n'est pas pour rien que tu as choisi de faire quelque chose d'utile au lieu de chercher à gagner de l'argent. Et ce Mhm. sont toutes des choses que j'apprécie chez toi. Et donc, et cet ensemble de choses fait que tu as un mental qui comprend très rapidement les choses. Il est vrai que l'être humain, l'âme, quand elle s'est incarnée dans un corps physique et qu'elle vit dans le monde physique, la base de cette création universelle, c'est de vivre des expériences. Et c'est très vrai. Les expériences sont incontournables de la vie parce qu'elles sont la vie. Les hauts et les bas, et c'est ces expériences qui nous permettent d'élever le niveau de conscience et donc d'avoir un focus beaucoup plus important. Et ce focus, cette qualité de focus que l'on peut obtenir, cette meilleure définition de la perception de l'âme, on l'acquit d'une manière éternelle. J'ai une autre Et, question et par rapport à ça. Euh, donc, j'entends, hein, on peut avoir des expériences négatives ou positives qui, du coup, si on... Enfin, pour le moment, je vais dire qu'on le choisit, mais je suis pas encore convaincu du libre arbitre. Mais qu'on choisit certaines choses, de les vivre ou de pas les vivre, ok, ça peut nous élever, ça peut nous changer. Et la question que j'ai envie de poser est celle-ci. Comment est-ce que tu expliquerais qu'il y a des gens qui répètent sans cesse les mêmes erreurs et tu peux leur expliquer de manière consciente, et donc ils sont conscients, oui, c'est vrai, je répète, et oui, en effet, je fais toujours les mêmes conneries, mais qu'ils ne changent pas, et qu'il y a certaines personnes qui tu n'as rien besoin de leur expliquer, eux, ils sont changés par leur expérience. J'aimerais bien avoir un peu ton opinion là-dessus. Et franchement, j'ai pas la réponse, hein, donc y a pas de, je suis curieux en fait. euh, euh, le, le problème, c'est le karma. C'est quoi le C'est-à-dire karma? que, très bien, très bien. Non, mais c'est une question importante Le, parce qu'il y a des mots comme ça que tout le monde a sa propre conception, donc j'aimerais bien que tu me dises la tienne, et comme ça tout le monde c'est sait de ça. quoi on parle. Voilà. Les- L'être humain, euh, pour pouvoir euh, fonctionner, c'est-à-dire que pour que son psychisme puisse vibrer, il a besoin de mots, d'images et de tonalités. Donc, que ce soit des vibrations ou que ce soit des sons. Et donc, ces trois choses permettent au psychisme de fonctionner. Ce qui veut dire que dans ce qui nous concerne actuellement, ce sont les mots. On a besoin des mots. Et donc, on a besoin d'un alignement de mots pour avoir une représentation et se créer une image. Et bon, et donc, après, à la suite de cette image, nous, nous avons une certaine tonalité que nous répercutons dans notre vie. Et donc, au cours de nos expériences, à travers les siècles, c'est-à-dire à travers les réincarnations, nous vivons des expériences de tonalités différentes.
parce qu'il y a une chose que l'être humain a, c'est le libre arbitre. Tout le restant, tout le décor ne vient pas de lui. Mais il a le libre arbitre, c'est-à-dire que dans une position donnée, il a le droit de dire oui ou non. Et donc, la suite des oui et des non au cours des expériences sur des temps infinis depuis la création, crée, si tu veux, une sorte de charge électrique, une sorte de potentiel, une puissance, une force. Et la qualité de cette force est fonction de la somme des tonalités au cours des temps, de cette âme. Et donc, maintenant, quel est le level? Quel est le critère qui peut permettre une mesure de cette puissance? Ce sont les principes universels. Donc, la création, l'univers, a été conçu selon des principes. Et donc, lorsque l'être humain, au travers du temps, exerce son libre arbitre, parfois il exerce son libre arbitre à l'encontre des principes. Et donc, l'univers lui envoie des avertissements, dont notamment le coronavirus. Ok, donc si je peux me permettre une reformulation de tout ce qui vient d'être dit, le karma en fait c'est une sorte de somme de toutes les différentes décisions et leur impact énergétique qu'elles ont eu et qui du coup résulte sur une sorte de champ magnétique ou fréquence ou énergie ou aura ou quoi. Et en fait oui, selon si les décisions vont avec les principes de l'univers ou non, alors on a soi-disant un plus haut ou un plus bas karma. Est-ce que pour toi j'ai bien résumé ça, Maurice? Exactement, c'est très bien résumé, mais je vais rajouter encore une chose pour la compréhension des auditeurs, c'est que le karma est d'abord individuel, il est ensuite familial et ensuite il est collectif. Je vais expliquer. C'est que l'individu, quand il naît dans une famille. Et cette famille se trouve dans un pays. Et ce pays se trouve dans un continent. Et le continent se trouve sur la Terre. Il en est de même pour le karma. Ce sont des poupées russes. On appartient à des sortes de factions invisibles, de la connerie ou de la grandeur. Test. Oui, c'est tout. Je lag. Ok. Ouais, bah, alors malheureusement, j'ai pas entendu grand-chose, mais j'aimerais bien revenir à ma dernière question. Mais du coup, suite à tout ce qui a été dit, je vais un peu la reformuler. Du coup, j'avais posé la question. Tiens, il y a certaines personnes qui, du coup, ils s'adaptent aux principes. Hein, je vais utiliser tes mots. Donc, ils reçoivent des avertissements, ils s'adaptent aux principes. Hein. Puis il y en a certains qui ne s'adaptent pas et qui continuent à se faire punir. Et puis au niveau collectif, par exemple, le coronavirus pourrait être une de ces punitions. Et du coup, moi, la question que je me pose sincèrement, pour revenir à ce que tu disais sur les décisions, supposons il y a une personne qui prend, là je prends n'importe quelle personne, qui prend constamment des mauvaises décisions. Donc d'une certaine, ou une décision qui va à l'encontre de ces principes-là.
ça veut dire que quelque part, au niveau de son karma et au niveau de ses fréquences, bah, quelque part, elle ne fait qu'emmagasiner alors de l'énergie négative. Alors, ce sera beaucoup plus difficile pour cette personne-là, quelque part, de prendre les bonnes décisions, vu qu'elle a un blocage au niveau de ses pensées et tout ça, et qu'elle pense pas clair parce que mauvais karma. Et du coup, moi, la question qui m'a trottiné quand tu as expliqué tout ça, du coup, les gens qui sont pas en équilibre ou qui suivent pas le programme, pour aller plus vite, il faudrait tous les buter, en fait. Oula. La fin de la question était... Je suis assez fier de cette question. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une blague, mais quelque part, il y a une vraie question. J'aimerais avoir un petit avis de Daniel. Ah bah oui, Jean-Daniel, t'es là, comment tu vas? Ouais, hello. Mais est-ce que tu sais reformuler en bref ta question, s'il te plaît? En très bref, bah, les gens qui ont du coup un bas karma, qui ont très difficile à prendre des bonnes décisions, ou en tout cas des décisions qui vont avec les principes de l'univers, je vais accepter pour le moment, après je vais remettre en question, s'il faut. Eh ben, est-ce que ces gens-là sont perdus en fait? C'est-à-dire qu'ils ont pris tellement de mauvaises décisions que commencer à prendre les bonnes, est-ce qu'ils peuvent y arriver, oui ou non? En fait, c'est ça ma question, très simple. Ouais. Ou est-ce qu'il faut les buter pour qu'il n'y ait plus de coronavirus? Voilà. Moi, je sais pas ce que ça veut dire, mauvais karma ou mauvaise décision. Il y a que des expériences qui sont faites, quoi. Et on peut parler que de soi, tu sais pas ce que quelqu'un vit. Peut-être que le clochard que tu vois, c'est peut-être quelqu'un d'immensément avancé, et peut-être que quelqu'un qui est au sommet aujourd'hui, en fait, c'est peut-être... Enfin, tu sais pas dans quel sens... C'est un mystère, en fait, et on peut parler que de soi, en fait. Ouais. Donc moi j'aime pas trop donner des avis sur les autres. Donc, je passe la main. Enfin, je sais pas ce que tu penses déjà de ça. Je trouve ça très intéressant. Et ça, c'est le questionnement que j'allais faire par après. Par rapport à tout ça, c'est que oui, en effet, est-ce que nos expériences, ça c'était une autre question, mais donc si toi tu la lances, on peut la lancer, et tu me corriges si je reformule mal, est-ce que nos expériences peuvent être vraiment comparables à celles des autres? Ou est-ce que la vie est quelque chose d'intensément personnel? Moi je pense qu'il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a un schéma qui est plus ou moins similaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on passe tous par plus ou moins les mêmes états d'âme. Mais chacun le vit différemment. C'est ça le jeu, je pense, en tout cas. T'auras pas deux histoires. C'est un peu comme les flocons de neige. C'est tous des flocons de neige, mais chacun est différent. Chacun apporte une nuance différente pour apporter une vérité différente, quoi. Alors, Maurice, est-ce que la personne du coup qui a un karma très bas, est-ce qu'elle apporte sa vérité, ou est-ce que son rôle est important, ou est-ce qu'elle doit vraiment s'adapter? Peut-être qu'elle joue un rôle qu'elle est censée jouer. Je fais chier, je sais. C'est que mais il faudrait que... Ouais. Oui, peut-être... Oui, Daniel. François, parce que comme c'est un sujet super vaste, si tu savais donner peut-être un exemple de cas concret ou en cas que tu inventes, comme ça on saurait plus rebondir ou... Ok, le clochard dans la rue. Ouais. Si le clochard dans la rue, il est clochard dans la rue toute sa vie, mais que quelque part, à un moment, il y a un petit gamin qui passe et il se dit « Oh putain, ça craint ce truc. Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance et tout ?» Et du coup, il se remet en question et il commence à aller méditer, il abandonne son royaume il va méditer tous les jours. Pourquoi est-ce que la souffrance existe? Ce gars-là crée le bouddhisme. Est-ce que ce gars-là, finalement, alors, est-ce que le clochard qui, lui, remplit son rôle de clochard, finalement, il est hyper important qu'il ait eu un mauvais karma parce qu'il a inspiré le Bouddha à créer le bouddhisme? Et donc la question que je pose finalement, est-ce que les gens avec des bas karma, est-ce qu'il ne faudrait pas les laisser dans leur bas karma parce que eux, ils remplissent un rôle? C'est ça ma question. C'est pas une question de les laisser. Il y a pas de... C'est eux qui le vivent, quoi. Et c'est hyper personnel. C'est hyper personnel
Enfin voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait là-dessus. Nos systèmes. Donc, ok, Pour il vit son appuyer truc, Daniel. le gars, avec son bas karma. Et je remets même pas ça en question. Le gars, soi-disant, avec bas karma, qui prend des mauvaises décisions, qui sont pas en accord avec tel ou tel schéma dit. Hein, ok, très bien. Qui il est. Il y a disons, l'univers partagé, hein, où il y a différentes personnes qui vivent chacun leur truc individuel, où des interactions peuvent se passer. Est-ce qu'on peut vraiment se dire, finalement, chacun joue son rôle à lui dans l'espèce de jeu qui est l'existence. Et donc, si la personne prend des mauvaises décisions ou elle prend des bonnes décisions ou quoi que ce soit, finalement, elle ne fait que jouer son rôle. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Ouais, pour moi, je vais répondre hyper brièvement. Oui, c'est évident. Enfin, tout est lié. Et si tu dois rencontrer quelqu'un qui va te faire, entre guillemets, du mal, c'est que toi-même, tu as quelque chose en commun avec cette personne. Donc, il y a pas de... C'est juste des choses qui se passent, quoi. Il n'y a pas de bien ou de mal. Et même la question du karma, je crois qu'il est un peu plus complexe. Réagir. Enfin, pardon, tu parlais. Ouf, putain. Ouais, vas-y, rebondis. Si je peux souligner une chose. Ah, purée, ça lag. Pouh. Il y a un problème? Oui. Chez moi, c'est très lent. Mais Maurice réagit sur ce qu'il a dit, parce que moi, j'ai rien vu à cause de l'ordinateur. C'est que je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Hein. C'est que Jean-Daniel. Si l'on ne mange que du sel, vraiment, c'est... La vie est mauvaise. Hein. Donc, si l'on ne mange que du sucre, bon, ce n'est pas gai non plus. Donc, il y a une association de condiments qui fait que la vie est... Il y a... en fait, tout est nécessaire. Il n'y a rien de bien et de mal, mais il y a, si tu veux, il y a un centre, et autour de ce centre, tu as des fluctuations. C'est comme les vagues de la mer. Hein. Apparemment, la mer semble plate, mais elle fluctue, il y a des ondulations, et il y a des moments où la vibration devient très forte parce qu'il y a une réaction par rapport à la normale et donc tu as des tsunamis. Et donc voilà, bien que l'on puisse dire que les tsunamis sont dus à des mouvements des plaques tectoniques, mais les mouvements des plaques tectoniques sont dus à des mouvements du magma au centre de la Terre, qui lui-même, le magma au centre de la Terre, subit ces fluctuations à cause des éruptions solaires. Et maintenant, les éruptions solaires sont dues au principe universel. Parce que le Soleil réagit par rapport à l'équilibre dans l'univers. Si je peux interagir, alors, donc en fait, le monde est parfait comme il est. Je suis chiant, je sais. La perfection, je suis obligé de parler de tu as utilisé le mot équilibre, pardon. J'ai utilisé un autre mot, toi tu as utilisé le mot équilibre. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a une constante recherche de l'équilibre. Et cette recherche de l'équilibre, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Les hauts et les bas sont incontournables de la vie, de l'univers. Et c'est ce qu'on appelle la vibration.
Regarde la musique. Si tu as toujours do, ce sera pas bien. Il faut do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, la, li, la. Et c'est comme ça. Donc, il faut que le mouvement de la vie à travers du temps subit des variations. Et donc, les hommes en sont les musiciens inconscients. Et donc, quand il y a des notes qui ne sont pas bonnes, à ce moment-là, des forces dans l'univers disent non, non, la note là n'est pas bien, c'est un la de tel niveau ou tel de niveau. Et puis tu as le coronavirus. Jean-Daniel? Ah, ok, silence. Ouais. Très bien, ben, je peux réagir. Et donc, ok, on parlait de musiciens, un peu des forces et tout qui interagissent, et de l'équilibre, allez, la recherche d'équilibre constante. Et du coup, moi, la question que moi je me pose plutôt à ce niveau-là, en tout cas quand tu as expliqué tout ça, c'est, mais au fait, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on trouve l'équilibre ou qu'on arrive à l'équilibre? Quelque part, le jeu est fini, quoi. C'est... Non, il y a jamais d'équilibre. Il y a toujours des fluctuations. Même à l'intérieur du monde divin. Donc, dans les instances supérieures de la création de l'univers, il y a des fluctuations. Bon, j'ai une question sérieuse, Maurice. Parce que, bon, là, le monde divin, là, bon, il nous a apporté le coronavirus. À qui je dois sacrifier une vierge pour que le coronavirus se termine? Je laisse la parole à Daniel. À quel dieu? Je ne sais pas. Je n'ai pas de mot d'humour là-dessus. Donc, je vais reprendre la réponse. Comme tu nous lances des patates chaudes là, donc je vais aider Daniel. Et donc, Jean-Daniel, oh oui, voilà. mais c'est pour faire des raccourcis. Hein. Donc, alors dis JD, tu vois, JD ça fait cool, tu vois. JD. Hein. Ça fait moderne, donc, ça fait jeune. Ok, cool. Et donc, c'est ce que faisaient les Mayas, les Incas et puis les grandes civilisations autrefois. Ils faisaient des sacrifices. Ils sacrifiaient un être pour que les dieux se calment. Mais nous sommes arrivés à un niveau de civilisation qui fait que, on passe à autre chose. On préfère un coronavirus que de sacrifier des êtres humains pour calmer les dieux. Hein. Je pense que c'est mieux. Parce qu'en réalité, la vie de l'âme est éternelle. Donc, la mort n'existe pas. Certains disent que le mot mort et le mot maladie ont été créés par les dieux injustes. Donc, la faction des dieux qui titillait un peu les dieux qui gouvernent. Comme Koutk. Bon, je crois qu'il est temps peut-être d'expliquer ça alors. Vous êtes là? Ouais. Donc tu remarques peut-être, Maurice, que j'ai mis des corbeaux un peu partout pour ce podcast et tout. C'est que j'ai découvert un dieu d'origine russe du Kamtchatka qui s'appelle Koutk. Et eux, en fait, dans leur vénération de ce dieu, qui est donc un corbeau, un grand corbeau géant, en fait, eux, ils ont pitié de ce dieu parce qu'ils voient à quel point la création et l'univers est imparfait. Et ils se disent, oh, ce dieu, ça doit être difficile de créer un monde. Hein. Il a fait de son mieux, on le pardonne, quoi. Et donc, j'ai mis le podcast qu'on fait maintenant sous son aile parce que je me dis, finalement, il représente le mieux l'humanité, des êtres imparfaits qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Jean-Daniel, t'es là aussi.
Jean-Daniel, je te passe la patate chaude. Tu sais reformuler en bref ta question? Ah, mais j'avais pas de question. Non, ma question, c'est juste, ouais, est-ce que ça vous inspire ce que je viens de raconter? Est-ce que tu as tout entendu d'abord? Ben, ça a coupé un petit moment, donc c'est pour ça que je te demandais de. Donc, tu Bah, as parlé du dieu Koukht et en fait que dans la mythologie russe, enfin sibérienne, ouais. ils ont pitié de ce dieu-là parce que c'est dur de créer. Alors, parce que quand ils voient l'imperfection du monde, ils se disent, ah, il a fait de son mieux. Et donc, ils ont pitié de lui, ouais, il a fait de son mieux. C'est un monde de merde, mais bon, il a fait de son mieux et grâce à lui, on est là. Yeah, merci, même si en fait, ils ont un peu pitié de lui, quoi. Et moi, je trouve que ce dieu représente à fond l'humanité parce que il est imparfait, mais il tente de faire du mieux qu'il peut. Et le mieux qu'il a fait, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Voilà. Tu trouves que l'humanité fait du mieux qu'elle peut? Du mieux qu'elle peut, ouais. Ou par contre, un parfait, je sais pas ce que ça veut dire. Et je ne sais pas sur quoi on peut se baser pour dire que quelque chose est parfait ou imparfait. Mais dire que l'humanité fait de son mieux, là par contre, là on peut réagir. Parce qu'on a déjà vu mieux en termes de fraternité, enfin voilà, ça on peut raisonnablement penser qu'on a des progrès à faire de ce point de vue-là. Ce que je pourrais rajouter, c'est que la mythologie russe ne dépend que de la situation qui se passait en Russie. La mythologie, c'est une interprétation de la croyance des individus, de ce que les individus pensent que fonctionne le monde invisible. Le monde qui nous est invisible, mais qui est visible pour ceux qui sont dedans. Donc, ça veut dire que pour des êtres qui sont à un niveau plus élevé auquel nous ne sommes pas accessibles. Et donc, quand on regarde l'histoire russe, le peuple russe bavait un fameux coup, hein. Donc, c'était comme François me le racontait lorsqu'il travaillait chez Carrefour. Donc, il y avait les gars qui trimaient dans le magasin, donc les vendeuses, les gars qui remplissaient les étagères, et puis il y avait les gars comme François qui faisaient des calculs et des recalculs qui, en réalité, n'étaient jamais lus Je faisais aussi des beaux mais graphiques. n'étaient jamais pris en compte. Et puis, après, il y avait un autre niveau plus élevé où des gens se tapaient des cocktails et des hors d'œuvre et puis papotaient et sautaient le champagne, quoi. Donc voilà. Et le peuple russe, il bavait un fameux coup, hein. Il n'était pas au niveau de la caisse et ainsi de suite, non. Il était au niveau du champ en train de ramasser des patates. Et donc, forcément, ces gens se disaient que, ouf, la vie est crue, hein, et il doit y avoir un Dieu malheureux qui n'arrive pas à redresser toute cette histoire. Donc, mais la vérité, c'est que le karma des Russes était terrible. Parce que ce sont des peuples guerriers qui ont fait des choses terribles. Autre question. Du coup, est-ce que moi, François, si je prends le symbole d'un des dieux russes pour mon podcast, est-ce que je fais de l'appropriation culturelle? François. Bon, Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Jean-Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'appropriation culturelle, il faut que la minorité soit suffisamment importante pour que
pour que l'on en ait quelque chose à faire, quoi, tu vois. Si les minorités n'a pas assez de poids politique, du coup, ça va pas être d'appropriation culturelle, je crois. Ça va, quoi. Du moment que les Russes se plaignent pas, je suis bon, en fait. Ouais, en gros, c'est ça, du moment. Mais voilà. Ouais. Sur ma page Facebook, c'est bizarre, hein, sur ma page Facebook d'hier, j'ai mis 2-3 images de l'humour russe. Et l'humour russe, c'est très spécial, hein, c'est très spécial. Hein, c'est vraiment. Pourquoi? Parce que ils sortent d'une période très très difficile, hein, et même actuellement, c'est malgré tous les efforts que Poutine fait pour établir la Grande Russie, il y a tout de même des séquelles, hein, les mafieux, tout ça, et puis la Russie est un grand continent, hein, donc est un continent à l'intérieur du continent, et donc pour redresser tout ça, c'est pas facile. Donc il y a des gens en Sibérie et tout ça qui bavent un fameux coup. Mais malgré tout, ils vivent, ces gens. Ils ont des activités culturelles, ils ont un humour fantastique, pour eux, ils sont heureux. Ah, ça, je sais pas s'ils sont heureux, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un peuple immensément riche, immensément courageux et intéressant sur le plan culturel. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite réflexion, j'ai toujours regretté que l'Europe se soit un peu entichée des États-Unis, alors que je trouve qu'au niveau de notre histoire et culturellement, on est beaucoup plus proche de la Russie, qui, selon moi, est beaucoup plus intéressante culturellement que les États-Unis. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, que la domination culturelle américaine, alors que au final, on est beaucoup plus proche des Russes, je trouve, de par notre histoire. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, François? Ah bah, mais si vous voulez parler histoire et politique, allez-y. Mais moi, la question qui me brûle en fait l'esprit, c'est tiens, Boris, je t'ai jamais posé la question, je crois, mais c'est quoi pour toi le bonheur? Ça, c'est la question à la mode aujourd'hui, hein, avec tous les burn-out et tout. Du coup, je me dis, tiens, Boris, c'est quoi pour toi le burn-out? Enfin, pardon, pas le burn-out, le bonheur. Là, c'est... Et tu sais, il n'y a pas de hasard, hein, quand tu prononces le mot burn-out en même temps dans la recherche du mot bonheur. Exactement. Donc, voilà. Donc, vous voulez continuer politique et histoire ou bien Non, oh, dis, laisse-nous faire quelques petites déjections pour faciliter notre digestion. Ouais, tranquille. Ben, allez-y, faites. C'est juste que moi, quand tu as utilisé le mot, pourtant ils sont, je sais plus lequel de vous deux a dit la phrase, pourtant ils sont heureux. Moi, c'est tout de suite, ah, mais oui, mais c'est quoi être heureux? Parce que, bon, il y a des gens, ils ont des grosses voitures et des grosses maisons et tout ça, et ils sont hyper heureux. Et en effet, moi, par exemple, dans le métro, avant, il y avait un gars comme ça, avec la méga longue barbe qui puait tout le temps. Et à chaque fois que tu passais, il chantait, quoi. Et ouais, j'ai eu quelques discussions avec lui et c'est genre, il avait une joie que je voyais pas chez Carrefour, je vais le dire comme ça. Ton expérience chez Carrefour a été merveilleuse. Tu t'en souviendras longtemps, hein? Clairement. C'est ton karma, hein, François. C'est mon karma. Non, mais tu sais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, François, même... tu vibres mal, François. ouais, enfin, ouais, c'est vrai. Bon, tu vois, le genre de personne que j'artille... Ouais, vas-y, réponds. Je vais répondre, parce que sinon, on va trop te charger, et puis bon, il faudrait tout de même que l'on arrive entier à la fin de l'émission. C'est ça. Donc, le bonheur n'est concevable que si les gens savent que c'est le bonheur.
Le bonheur peut exister à côté de soi sans qu'on ne le sache. Il y a eu dans l'histoire de l'humanité des très grands hommes. Mais l'on s'étonne que leurs voisins ignoraient qu'ils avaient un grand homme qui habitait à côté de chez eux. Et donc c'est ça. Le bonheur dépend en grande partie du niveau de conscience, donc de la lucidité, du focus. Ça, enfin, si je peux rebondir sur ce que tu dis, Maurice, ça c'est intéressant parce que est-ce que le bonheur c'est lié à l'état de conscience? Parce que j'ai l'impression, enfin, de ce que j'observe chez les gens, c'est un peu quelque chose aussi qui m'est arrivé, que le fait d'être conscient de certaines choses va au contraire rendre les gens malheureux en fait. Okay, donc vous êtes en opposition. Non, c'est une question que je pose. Est-ce que le fait d'élargir sa conscience, de prendre conscience de quelque chose, au contraire, ça va pas des fois te rendre malheureux? Je vais rebondir et essayer d'unifier le point de vue et vous me dites pas d'accord. C'est-à-dire que la conscience, finalement, bon, c'est se rendre compte de certaines choses. Par exemple, me rendre compte que y a des pédophiles dans l'église catholique, ça peut me déprimer, ça peut m'énerver, voilà. Que y a des gens qui travaillent hyper dur chaque jour pour s'occuper des malades et qui sont sous-payés pour faire ça. Bah, moi, ça peut me dire waouh, il y a des gens bien sur Terre et ça peut me rendre heureux. Alors, peut-être, et donc moi, j'aimerais bien, et donc ça dépend, du coup, premièrement, ce de quoi tu te mets conscience. Puis, deuxièmement, il y a quelque chose qui, pour moi, est au niveau de l'attitude aussi, qui est très important, je crois. C'est que pouvoir être conscient de tout un tas de choses sans que ces choses-là affectent ton état d'esprit ou ton état émotionnel ou ton quoi que ce soit. Je crois que le Bouddha appelle ça le désattachement, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe autour de toi, tu n'es pas attaché premièrement à tes opinions ou à ta réaction émotionnelle ou quoi que ce soit. Et donc oui, je me dis que quelque part, la conscience finalement, ça ne fait que révéler des choses, mais la manière dont toi, en tant que personne, tu réagis à la révélation de ces choses, tu sois déprimé ou que tu sois joyeux et que tu chantes dans le métro pour François qui passe. Si je peux dire une chose, c'est que tu as utilisé des enseignements de Bouddha. Et il faut essayer de placer les enseignements de Bouddha dans leur contexte. Bouddha a vécu à une époque où il y avait beaucoup de choses malheureuses. Et donc, il a donné un enseignement pour essayer de redresser les choses. Et il a dit... Allô? Moi, j'entends rien. Moi, j'entends rien non plus. Maurice, t'as fini? Peut-être que Maurice a des problèmes d'internet. Ouais. Parce que, bon, j'ai rien entendu, je ne sais pas si... Ouais, ça a coupé, je savais pas si toi t'entendais ou... Ah ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Est-ce que tu as entendu quelque chose de ce qu'il disait? Parce que pour il a juste dit le début, donc ça a coupé très vite chez moi, donc je saurais pas résumer ce qu'il t'a dit. De même pour moi. En tout cas, qu'est-ce que moi j'avais dit? J'avais l'impression que c'était pas... Ah oui, que l'attitude et sa propre réaction par rapport aux choses de la vie ou aux choses qu'on vit intérieurement ou quoi que ce soit. Et et donc du coup, oui, on n'a pas vraiment défini le bonheur finalement. Est-ce que ça se... En fait, tous ces trucs-là, le bonheur, enfin c'est vrai que c'est très à la mode, le bonheur, oui, faites du yoga, mangez du quinoa, faites du vélo, et vous serez heureux. Enfin, je sais pas si c'est ça le bonheur, hein.
personnellement. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant. Personnellement, moi je trouve que c'est. Moi, c'est quelque chose qui me déprime des fois, c'est qu'on résume le. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est ça le but de l'existence humaine, de manger du quinoa et. Enfin, je sais pas. Non, mais je veux dire. T'imagines, il y a Dieu en haut. Oh, c'est bien, Janine, elle a mangé du quinoa tous les jours. Voilà. Par contre, François, lui, il mangeait des saucisses. Donc, il tue des porcs et tout, ça craint. Ouais, tu vois, il y a une vision du bonheur qui moi, me déprime, qui est très. Ah oui, moi, chaque soir, chaque matin, je bois un thé vert. Et puis, je me regarde dans le miroir et je me dis, tu es une personne extraordinaire et je t'aime. Et Ouais. voilà. Et ça, ah oui, t'écris, c'est pas moi. Et tu vois, je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a souffert 3 millions d'années en tant qu'humain? Est-ce que c'était ça le but? Tu vois, c'est dommage que Maurice soit parlé, enfin, ou qu'on ne l'a pas, parce que lui, il a des opinions extrêmement intéressantes à ce niveau-là sur c'est quoi le destin de l'humanité. Du coup, au lieu plutôt de les révéler moi-même, je vais attendre qu'il revienne ou qu'on l'entende à nouveau, parce que ouais, ça c'est un peu dommage. Je préfère que ça vienne de lui. Par contre, j'aimerais bien revenir sur un autre truc sur le bonheur. C'était en fait enfin, tu vois, les pays scandinaves. Eux, ils ont le plus haut score de bonheur, mais en même temps, ils ont un hyper gros taux de suicide. Mais ça a changé en fait. Enfin, ça a changé. Il me semble. En tout cas, moi, j'ai un peu investigué et je suis arrivé à qui expliquait que en fait, leur conception du bonheur pour eux, bonheur, c'est avoir tes besoins satisfaits en fait. Et donc la plupart des gens qui sont là, donc, dans leur mot qui est bonheur, c'est c'est plutôt satisfait, tu vois, avoir les besoins satisfaits. Donc du coup, ouais, ils mettent constamment des hauts scores, comme quoi, ouais, on a à manger, on a à boire, si j'ai envie de voir un film, je peux voir un film, tout ce que tu veux. Mais tout ce qui est l'état intérieur, le psychisme intérieur et tout ça, avoir cet état de bonheur, quel qu'il soit, je sais pas ce que c'est. Moi, je t'avoue honnêtement, je suis hyper d'accord avec toi. À chaque fois que moi quelqu'un te parle de bonheur, moi je pose toujours la question, mais qu'est-ce que tu entends par le bonheur? Parce que fondamentalement, moi, au plus que j'étudie le sujet, je me rends compte, mais en fait, je sais pas ce que c'est, tu vois. Ouais, moi non plus. Parce que t'as la joie, ça c'est clairement une émotion, c'est genre ah ouais et donc il y a des gens qui disent non mais toi t'es quand même assez heureux et tout, je veux dire même quand ça va mal et tout, t'as une sorte de paix. Ouais, mais t'appelles ça une paix intérieure, c'est pas forcément le bonheur, c'est autre chose, c'est juste je ne me laisse pas forcément trop aller ni à gauche ni à droite au niveau émotionnel, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est ça le bonheur alors, tu vois? Et c'est là que je me rends compte qu'il y a plein, que ça va un peu dans tous les sens. Et donc voilà quoi. Enfin, ça c'est mon opinion là-dessus, c'est que ouais, en fait, je n'arrive pas à définir, et au plus que j'essaie de définir, au plus que je me rends compte que cette espèce de bonheur comme il est vendu dans notre société capitaliste et tout, enfin consommatrice, pardon, c'est le mot, je préfère ce mot-là. Bah ouais, en fait, je me rends compte que ouais, c'est presque de l'ordre du paradis, tu vois. C'est genre ah oui, le bonheur, ah le bonheur. Alors qu'en fait, on parle plutôt de plaisir, tu vois. Ah oui, tu auras du plaisir dans la nouvelle voiture, tu auras du plaisir, blablabla. Alors que la plupart des gens sont conscients qu'il y a une différence entre plaisir et bonheur. Et donc aussi, par exemple, on parle de passion et tout. Ouais, ok, moi je suis passionné de faire ça. Du coup, je vais aller faire ça et je vais aller faire ça et tout. Et mon cœur, il aime bien ça. Mais encore une fois, pour moi, c'est autre chose. Ça, c'est la passion, tu vois. C'est genre le cœur qui te tient, qui est en mode, oh, ce truc, avec une sorte d'émerveillement et en même temps une énergie vers l'avant et tout. Et donc, ouais, enfin, ouais, je sais pas, voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Tiens, c'est dommage qu'on n'entend plus Maurice. Je vais le Facebooker un peu. Toujours là? Ouais, je suis toujours là. Pour les pays scandinaves, si je peux dire un truc, c'est vrai que c'est super intéressant déjà de le enfin, j'avais vu aussi ces études-là, je m'étais aussi renseigné sur qu'apparemment les pays scandinaves, le Danemark en tête, je pense, sont connus comme étant les plus heureux. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ils ont pu le déterminer, ce serait super intéressant. Mais ce que je sais, c'est que c'est entre autres lié parce qu'ils ont un mode de vie hyper sain, beaucoup plus centré sur l'essentiel, et c'est aussi lié à un niveau d'éducation à l'école, enfin un système scolaire qui est parmi les meilleurs du monde, quoi. Donc je pense par exemple au Danemark, ils sont pas du tout en mode ah tu dois faire ça, si t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'es une merde. Non, c'est beaucoup plus axé sur
tu dois trouver ta voie, et ils prennent beaucoup plus le temps. Ils ont même une philosophie des petits plaisirs qu'on s'accorde, enfin, genre le sauna, etc. Ils vivent beaucoup plus en communauté. Donc au final, ça pour le coup, je comprends pourquoi on est plus heureux au Danemark qu'à New York, par exemple. À ça aussi, le fait que ça c'était une Danoise que j'ai rencontrée qui m'a expliqué. Ouh, tu rencontres des Danois. Danoise que j'ai rencontrée. Ouais. Mais mon PC il rame, je sais pas pourquoi. Vas-y, parle-moi de tes Danois. Donc en fait, elle m'a expliqué que l'âge moyen de la fin des études supérieures au Danemark, c'est 29 ans. Je trouvais ça intéressant. Donc c'est parce que eux ils prennent le temps, par exemple, d'essayer des études et puis de se rendre compte que c'est pas leur truc et puis d'essayer autre chose ou faire des voyages, des trucs comme ça. Et il expliquait, ouais, on s'attend pas à un gamin de 18 ans de savoir exactement ce qu'il va faire jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et donc typiquement l'âge moyen de la fin des études est plus élevé chez eux, quoi. Enfin au Danemark en tout cas. Bah, rien que ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aime pas en Belgique, c'est que le système scolaire supérieur à l'université ne permet pas de travailler et d'étudier en même temps, ou alors c'est très compliqué. Et pour le coup, je trouve que ça fait complètement sens, quoi. Le Danemark ou bien même le Canada, où ils proposent de pouvoir étudier. Voilà, c'est beaucoup plus simple de pouvoir étudier. Et c'est pas rare qu'il y ait des gens qui ont 30 piges et qui commencent des nouvelles études. Et ça, pour le coup, je trouve ça super sain, quoi. On apprend tout le temps et on a toujours la possibilité de. On voit quand même que ce sont des pays qui sont quand même fort évolués, quoi. Au niveau de leur conscience, etc. Puis au niveau des discriminations, etc. Mais encore une fois, là où je te rejoins, c'est que je suis pas certain que, effectivement, c'est des pays qui offrent des super conditions matérielles, mais je suis pas certain que le bonheur tel que je l'imagine, puisque je n'arrive pas à mettre des mots là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que ça, il y a quelque chose d'un peu plus grand derrière. Mais voilà. Quelque chose de plus grand derrière le bonheur. Et si tu pourrais essayer de mettre des mots derrière... Je crois pas que c'est une quête de bonheur. Enfin, tu vois, les gens... Enfin, moi, ce que je dirais, je crois pas que c'est... Enfin, ce que je dirais aux gens, c'est ne cherche pas le bonheur, cherche le sens et cherche l'unité, mais le bon... Enfin, je crois pas que le bonheur, pour moi, c'est quelque chose qui vient et tu sais même pas quand il est là, et c'est plutôt en corollaire de quelque chose, quoi. C'est pas quelque chose que tu obtiens, ou alors si tu l'obtiens, c'est une sorte de confort matériel, mais pour moi, c'est pas du tout ça, quoi. Donc moi, je cherche le sens, quoi. On n'est pas là pour vivre dans un petit bonheur bourgeois. On est là pour trouver le sens de notre existence, quoi. Ben, c'est intéressant parce que justement, tu as utilisé qui fonctionnait, enfin qu'il a utilisé aussi, c'est la conscience du bonheur ou pas. Si j'ai compris ce qu'il a dit, je me souviens pas exactement, mais en gros il disait le bonheur tu peux que l'avoir si tu es si tu es conscient qu'il est là, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tout le temps là, mais donc ce que lui avait dit c'était tu ne peux que le vivre si tu es conscient qu'il est là. Si tu n'as pas cette conscience de savoir que ce bonheur est là, et donc lui il parle un peu de manière comment on dit ça, de manière donc il parle un peu ouais, parce que sa conception, il prend bien sûr l'aspect de l'âme et tout ça, hein. Lui il a une conception, on a une âme dans un corps, et donc bon, lui il dit en fait en tant qu'âme tu as toujours accès à ce bonheur, c'est juste que si tu n'es pas conscient qu'il est là, tu sais pas te connecter avec, en fait. J'ai l'impression que c'est ça que lui il disait en fait. Je sais pas trop. Ouais, enfin, pour résumer, en gros, on serait perpétuellement heureux de nature. Et en fait, c'est un petit peu comme les nuages.
au-dessus des nuages, il y a le soleil, mais si on met des choses dans nos vies qui nous empêchent d'être heureux, mais en fait, le bonheur, elle est en permanence. C'est ça que tu dis. Bah, c'est ce que j'avais l'impression qu'il disait. Mais dis, je vais répondre et je vais essayer qui ça. Allô, je suis à nouveau là parce que notre cher Maurice avait besoin d'aide pour revenir. Donc je lui ai expliqué qu'il doit venir ici plutôt que m'appeler. Je sais pas si tu m'entendais entre-temps. Non, Ah ouais, non, ok. je t'ai attendu dans le silence. On a partagé un très beau moment de silence avec dans toute la... C'est ça, avec les auditeurs. Ouais. Pourquoi parler? On devrait faire une chronique en silence. Une chronique en silence. On a peur d'être qui on est. On a peur et donc on parle tout le temps pour s'occuper l'esprit. Et en fait, les choses sont beaucoup plus simples que ça. Beaucoup plus simple. Ouais. C'est vrai que dans un monde complexe avec tellement de technologies et d'intérêts et des sujets qui est tellement grand avec plein de gens. Bonjour Maurice, j'ai une question pour toi. Allô, ça va? Ça va et toi, tu m'entends? C'est quoi le sens de la vie, Maurice? Tu vois, hein, c'est là où on voit que le niveau vibratoire, quand il devient très élevé, il établit des perturbations. C'est ça, hein, c'est ça. Ce qu'on disait ne convenait pas à certains. Ouais. Surtout qu'il avait deux autres questions. Donc déjà, la première question, c'est quel est le sens de la vie pour toi? Puis la deuxième question... c'est pour rigoler. Hein. Mais il peut répondre s'il veut. Et la deuxième question, c'était pour toi, quelle est la destinée de l'humanité? Et c'est moi qui dois parler? Si tu as envie, tu peux passer Oui, le ballon à François. Bon, donc je veux résumer cette notion de bonheur. Ah oui, donc, oui, c'est pour ça aussi. Pour mettre un point final, parce que c'est incontournable de la question que tu viens de poser. C'est que l'état de conscience en cette époque nouvelle où nous passons d'une position horizontale qui est la position de l'énergie de l'eau vers une position verticale qui est l'énergie du feu. Parce que l'eau, quoi que l'on fasse avec l'eau, elle restera toujours à la position horizontale. Et quoi que l'on fasse avec le feu est toujours vertical. Et donc, dans le mouvement de la vie, dans le temps, dans l'éternité, on est arrivé à un point de rotation où la gouvernance de l'univers passe d'un état horizontal à un état vertical. Et de ce fait, ce qui était valable à l'époque de l'eau, tels que les enseignements de Bouddha, ne sont plus valables aujourd'hui. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que Bouddha voulait donner une réponse à la situation qui se passait à cette époque-là. Et il a dit que les enseignements qu'il donne sont comme la vérité, mais ne sont pas la vérité. Mais que viendra un temps où les gens rentreront dans la vérité.
Et donc, c'est, comme tu le disais François, c'est une question d'attitude. L'attitude, c'est que nous devons passer d'un paradigme à un autre. Nous devons rentrer dans un niveau supérieur des états de la vie. Et donc, pour rentrer dans ce niveau supérieur, il y a un couloir. Il y a des conditions. Et donc, dans ce couloir, nous devons être très alertes et être conscients de ce qui se passe pour pouvoir établir des corrections et trouver les ouvertures qui nous permettent d'avancer. Parce que nous sommes dans une période où il faut avancer, avancer, avancer. Et quand on regarde les médias qui, en partie, sont pilotés par le monde des hautes vibrations, on se rend compte que ces médias distillent une communication qui va dans ce sens. Et il y a un film magnifique pour expliquer ça, c'est le film de Rhodes. Et donc, il faut avancer. Quoi qu'il arrive, on te donne des coups, où tu tombes, où tu es blessé, où tu as le coronavirus. Non, il faut avancer, avancer, avancer. Et donc, à un certain moment, il faut toujours être alerte. Il y a une éclaircie et il faut profiter de cette éclaircie pour ouvrir des portes. Et c'est pour cette raison que nous vivons à une époque où la conscience des individus doit s'élever. Sans quoi, les âmes qui n'ont pas élevé leur conscience vivront dans un univers d'entraînement qui leur permettra d'établir des corrections et élever leur conscience. Et là, c'est parfois un peu pénible. Donc c'est quoi le bonheur? Donc, le bonheur, c'est être conscient. Ouvrir les yeux. Élever sa conscience. Pourquoi? Parce que actuellement, il y a du bonheur autour de nous, mais on ne le voit pas. Nos yeux ne le voient pas parce que notre conscience n'est pas assez élevée pour le voir. Et donc, maintenant, je vais aborder la question que François m'a donnée, mais ce serait bon que François la répète. Alors, il y avait pour donner le tempo. Donc il y avait plusieurs questions. Donc finalement, c'est quoi le bonheur? J'ai pas l'impression qu'elle a été répondue. Et oui, pendant que tu n'étais pas là, j'ai donné ma réponse par rapport au bonheur. C'est que il y a beaucoup de gens qui parlent sur le bonheur et que moi, je n'arrive pas à définir ce que c'est, parce qu'il y a des trucs comme la passion, la joie, le bien-être, la paix intérieure. Mais ça, ce sont des états d'esprit qui sont extrêmement précis. Là où pour moi, le bonheur, il n'est pas très précis. Et je me pose la question, est-ce que le bonheur existe? Donc voilà, donc ça c'était une des questions. Une deuxième question, c'était bon, c'est quoi le sens de la vie? Et la troisième question, c'était quelle est la destinée de l'humanité? Putain, c'est vaste. C'est du lourd, bam. Mais est-ce qu'on sait répondre à ça? Attends, je vais fixer des repères. Hein? Vas-y, attends, et puis on va continuer. C'est que j'ai répondu à ta question concernant le bonheur. Le bonheur, c'est l'élévation de la conscience. Bah, c'est une définition, ouais. Ah oui, mais quand tu le pratiques, tu te rends compte que c'est ça. Parce que j'ai commencé, si tu veux, à rentrer dans la vie adulte à l'âge de 23 ans, de 22, 23 ans. Et j'ai vécu dans un monde d'illusions jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans,
je me suis réveillé tout d'un coup et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et il m'a fallu attendre 9 ans. Donc pendant 9 ans, j'ai trimé sur moi-même pour rentrer dans la réalité. Et quand je suis rentré dans la réalité, j'ai goûté au monde réel. Donc, voilà quoi. Et donc, je ne fais que traduire un vécu. Bon, Je peux raconter mon vécu, Maurice. c'est un point de vue comme un autre. Hein, c'est un point de vue. Je peux rebondir vite Tu fait. tu peux, François. Alors là, je rejoins Maurice hyper vite. C'est qu'en effet, moi aussi, j'ai eu un moment dans ma vie où je me suis rendu compte de manière ultra sérieuse que j'étais en train de vivre dans l'illusion de moi-même, que j'étais en train de suivre un chemin qui n'était pas le mien. Donc j'ai d'abord eu la réalisation, qu'est-ce que je suis en train de foutre ici? Qu'est-ce que je fais là? Et puis ça, le simple fait d'avoir réalisé ça, ça m'a lancé dans plein de chemins différents de recherche. Je prétends pas savoir ce que je fous là sur Terre, mais par contre, le fait d'avoir exploré d'autres chemins, maintenant, ça a créé une sorte d'équilibre en moi qui fait que maintenant, est-ce que je le dis en ligne? Ouais, je peux le dire. C'est que maintenant, les choses viennent quand elles viennent, tu vois. Je me rends compte que il y a des lois, parce que Maurice parlait des principes, tu vois. Moi, je sais de quoi il parle, tu vois. Les principes, c'est par exemple, moi, je me dis, ah, tu sais quoi, j'aimerais bien faire une émission radio, tu vois. Je vais sur Facebook, le premier post que je vois, c'est, ah, apprenez à faire de la radio, tu vois. C'est quand et je me rends compte que ah ouais, en fait l'univers fonctionne différemment selon la conscience et selon les décisions que tu prends. Et ça, j'ai plein de un autre exemple, c'est ce que j'ai dit hier, c'est ok, j'ai vu un ovni passer et puis tout à coup je me suis dit ah bah tiens, pourquoi pas faire un ovni. C'est-à-dire que fonctionner à un autre niveau en fait. Et je me rends compte qu'au niveau maintenant où je suis, je n'ai plus besoin de réfléchir ou d'analyser ou de faire des plans ou quoi que ce soit, mais que je peux me laisser aller et faire confiance aux principes divins pour m'amener là où je dois être, quand je dois y être. Et ce qui est très marrant, c'est que là où j'en suis maintenant, c'est que la plupart de ma souffrance vient du fait que j'essaie de résister et que j'essaie encore de planifier des choses. Soit, voilà ce que je voulais ajouter à ça. Et quel est le point de vue de Jean-Daniel? Ah, vas-y. Sur le fait... c'est vrai que... Je sais pas si ça se définit, mais là où je suis d'accord avec François, c'est plus quelque chose en flow dans lequel on se met et on n'est pas heureux du premier coup, mais si on laisse faire les choses et qu'on se connecte à quelque chose de supérieur en soi, enfin quelque chose de plus profond en soi, on peut s'approcher peut-être de quelque chose qui s'appelle la sérénité au moins, ou je sais pas. C'est parce que vous êtes jeune, hein? Vous commencez la vie, donc c'est normal. Moi, j'ai cette chance que malgré l'âge, j'ai la santé. Et donc, ça m'a permis à l'âge de 49 ans de recommencer une nouvelle vie et de vivre la vie en bonne santé et dans le bien-être. Et ce qui veut dire que je repars avec un acquis d'expérience qui m'ont donné des repères. Et donc, mais je peux t'assurer que le paradis existe déjà sur Terre. Mais il se trouve à un niveau de conscience plus élevé. Bon, maintenant, en ce qui concerne... J'aimerais quand même vite fait interjecter, c'est que par rapport à ça, c'est qu'en effet, se connecter avec cette énergie du paradis, ou appelle ça comme tu veux, moi ça m'arrive parfois quand c'est too much, oui, de juste me laisser aller, de faire une sorte de vie, mais c'est difficile à expliquer comment, et que oui, tout à coup...
le simple fait de regarder son verre d'eau devient la chose la plus magnifique du monde en fait. Et oui, c'est un état d'esprit que quand j'y pense, je sais me mettre dans cet état d'esprit. Mais voilà, c'est le résultat d'expériences de vie, de travail aussi au niveau personnel. Et voilà, moi je suis fermement convaincu que, mais encore une fois, c'est un état d'esprit que moi j'appellerais l'ultra concentration ou l'ultra focalisation, où en fait tu fais complètement le vide de tes pensées, le vide émotionnel, tu fais un vide et où du coup tout ce qui est autour de toi prend une certaine teinture et une certaine beauté ou une certaine couleur qui est très difficile à expliquer. Et pourtant, c'est le même monde. Hein. Je suis toujours sur la planète Terre et tout ce que tu veux. C'est juste qu'en changeant mon état d'esprit ou mon attitude, je rentre dans une espèce d'endroit où je suis là. Waouh, en fait, c'est un cadeau d'être ici en ce moment, à parler avec vous de comment on va tuer tous les gens qui ont un mauvais karma. Là, je veux souligner une chose. En ayant un état de conscience élevé, on arrive à comprendre que ce que nous faisons à trois actuellement, c'est un moment d'éternité. Parce que nous sommes trois personnes qui avons un vécu qui a permis que cette fusion se fasse maintenant. Et ce moment de maintenant est une fusion des âmes. Et nos trois âmes sont en train de dialoguer ensemble. Et ce dialogue permettra de créer quelque chose dans le futur de l'humanité. Ça sonne très sexuel, Maurice. Oui, mais c'est la réalité. Pardon. Tu sais, c'est très précieux. À l'heure actuelle, dans un monde de violence, de mensonges et ainsi de suite, de trouver des individus qui se respectent et qui parlent de vraies choses. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, je suis d'accord aussi. Est-ce que c'est pas ça au final le bonheur? Se respecter. Tu l'as dit. C'est ça le paradis. Ah bah voilà. En fait, on y était. En fait, on y était déjà. On le cherchait, mais on y était. Bon ben et voilà. Tout ça, on a répondu. Hein. Et tout ça, grâce à François. Oh non, c'est grâce à vous. Non, mais je tiens à souligner une chose. Je tiens à souligner une chose. C'est que François n'est pas spécialement quelqu'un d'un niveau spirituel très élevé, mais il a... Oh, je prends ça comme une insulte. Je le considère élevé. Attends, j'ai le titre de grand prêtre, d'accord? Oui, mais ça ne veut pas dire que les grands prêtres sont des gens d'un niveau spirituel très élevé. Si, il y a grand dans le nom, ça veut dire que non, ce sont des êtres que les divinités utilisent. Coûte que m'utilise. Et donc, ce qu'il y a, c'est que François a une puissance en lui et il a la puissance de l'apaisement et du lien, la création du lien. Et quand François est quelque part, il suffit, et je lui ai déjà dit plusieurs fois, mais il ne veut pas l'accepter. Quand il est quelque part, il dégage une vibration, une présence qui calme et qui fait que les gens peuvent s'entendre. Il a ça parce qu'il a cultivé ça au cours de ses vies antérieures, c'est un acquis. Et son père est comme ça. C'est un être, un extraterrestre, son père. Moi, je ne le connais pas, donc je ne sais pas dire. Hein. Non, c'était pour justifier que
un orangier donne des oranges. Un pommier donne des pommes. Donc, si tu veux qu'un pommier donne des papayes, c'est une illusion. Non, ça, je sais pas. Hein. Donc, voilà quoi, c'est ça. Donc, on aborde les questions suivantes. Ah non, attends. Bon, malheureusement, j'ai pas tout entendu, mais j'ai entendu quelques mots-clés qui sont présence. J'ai aussi entendu le mot-clé qui était apporter quelque chose. Et j'aimerais bien ajouter quelque chose à ce niveau-là pour les auditeurs, c'est que voilà, alors j'espère que Maurice m'a flatté pendant que je n'ai rien entendu, mais en gros, moi, c'est pas... Ce que j'ai fait finalement, c'est juste, j'ai fait 1 + 1 et puis j'ai fait égal 2. Il faut pas trop réfléchir, hein, essayer de simplement faire le minimum que l'on puisse faire pour les autres. Voilà, moi j'ai remarqué que il y a très peu d'espace où les gens peuvent parler calmement, ou des gens normaux, pas des experts, où des gens normaux peuvent parler calmement, ayant des opinions différentes et en fait se connecter entre eux, même s'ils ont une opinion différente. Et le seul truc que moi je me suis dit, c'est tiens, je vais faire ça. Et en fait, voilà, et j'ai fait les chroniques inutiles. Et enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Et je crois que chaque personne qui s'écoute profondément peut facilement trouver quelle est la chose qu'elle veut faire. Ensuite, oui, il y a la peur qui peut bloquer, etc. Bon, voilà, moi, c'est quelque chose duquel je me suis un peu libéré quand même. Pas complètement, mais je me demande est-ce qu'on peut s'en libérer complètement. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, tout le monde peut être comme moi et être grand prêtre de ses propres chroniques inutiles. Voilà. Pour un mathématicien, les mathématiques sont faciles, mais pour certains, c'est compliqué. Oui, mais c'est pas parce que moi je fais par exemple des maths hein, ici, mais la personne suivante, elle peut savoir d'elle-même ce qu'elle fait de bien. Et bon, voilà, et c'est ça que j'ai envie de dire. Apprendre à s'écouter soi-même, apprendre à se connaître soi-même, élever sa conscience à ce niveau-là, c'est des trucs que moi je peux aider, Maurice peut aider, même Jean-Daniel peut aider. Même moi Ben oui, même toi. Même toi. Oui. Mais oui, Jean-Daniel, il suffit que je me considérais une mélopée. Ah bah oui, ben voilà, je me considérais comme irrécupérable, mais merci François de m'avoir donné un sens de ma vie. Bah oui, mais si Maurice me flatte, je me permets de te flatter aussi, hein, comme ça on est sympa. C'est vrai qu'on se donne pas assez de compliments dans le... Ça, je suis non, mais je ne flatte pas. Sérieusement, je ne flatte pas. Non, je sais, c'est moi qui blague. Et tu le sais, François, parce que parfois, quand je veux te lancer des vannes, je te lance. Oui, mais j'ai du mal à accepter les compliments, donc j'ai encore apparemment des petits problèmes d'estime de moi là quelque part, donc enfin je sais pas. T'as du mal à accepter les compliments? Bah, apparemment oui, enfin, c'est un peu ça qui se passe. Gêné, non, j'ai pas l'impression, mais je me sens obligé de faire une blague quand on me donne un compliment, donc ça veut dire que ouais, il y a un petit problème, que je vais faire un peu plus de méditation là et ça ira mieux. Je vais accepter des compliments maintenant. Médite. Ah là là. Bah, est-ce que je sais pas, quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question de ou bien le sens de la vie ou bien la destinée? Non, je n'ai rien à dire. Ouais, c'est vraiment des questions super larges, quoi. Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut arriver... Enfin, tu vois, quand on parlait de principe... Qui c'est, en fait? Pardon? Tu vois, moi c'est plutôt ça ma question, c'est qui c'est? Comment non, ce que je vais proposer, c'est autre chose. Je vais proposer une autre entrée. On parlait là tout de suite des principes, tu vois. Moi, je parle très peu finalement de mes expériences spirituelles parce que je sais consciemment que quelqu'un qui n'a pas ce niveau élevé de conscience ne va jamais comprendre tous les trucs que je peux expliquer, tu vois. Donc, le seul travail que moi je fais, c'est je regarde la personne au niveau où elle est et puis je prends par la main au prochain niveau, tu vois. Par exemple, tu parles de sens de la vie. Oui, moi, je crois que j'ai des éléments de réponse à la question quel est le sens de la vie, tu vois. Mais si je dois commencer à l'expliquer, pour quelqu'un qui est, par exemple, qui stresse au boulot et tout ce que tu veux, tu vois, mais ça va me prendre 6 heures avant de l'expliquer parce que je dois expliquer tellement d'autres trucs avant, en fait. Et donc, qui sait, oui, moi, je dis pas que j'ai la réponse complète, mais j'ai des éléments de réponse. Et je crois que Maurice en a peut-être plus que moi, des éléments de réponse à ce niveau-là, des interactions que j'ai eues avec lui. Mais donc voilà, donc ouais.
je peux dire quelque chose à propos de la destinée. C'est que je peux en parler. Pourquoi? Parce que, bon, toi-même, tu sais, François, que je travaille depuis, ça fait combien d'années? Ça fait depuis 18 ans que je travaille sur un système d'intelligence artificielle et si je n'ai pas encore commencé le développement du prototype, c'est parce que j'aimerais que ce ne soit pas utilisé pour manipuler les gens. Et donc, à cause de ça, j'ai été obligé d'aborder tout ce qui concerne l'être humain, puisque en réalité, quand quelqu'un crée quelque chose, donc comme moi par exemple, je voulais créer quelque chose, un système, en réalité ce sont des projections de nous-mêmes. Hein, on se projette, hein, parce que l'on a besoin d'un modèle, hein, comme le peintre, le sculpteur, il a besoin d'un modèle, puis il suit les formes et ainsi de suite. Et donc, mon modèle, c'était moi-même. Et donc, j'ai dû me couper en morceaux pour savoir de quoi j'étais fait. Et donc, j'ai dû chercher les mots à donner à chaque morceau et ainsi de suite. Et parce qu'une intelligence artificielle, c'est quoi? En réalité, ce sont des choses qui existent déjà, mais qui sont mises en boucle. Et donc, ces choses qui sont mises en boucle permettent, grâce à une partie qui est réellement l'invention, grâce à une partie qui permet de tirer la leçon de chaque boucle précédente. Donc, en tirant la leçon de la boucle précédente, il élève le niveau, il élève le niveau d'analyse. Donc, le niveau de recherche d'informations, le niveau d'application des décisions, et ainsi de suite. Donc, mais il est un fait certain, c'est que pour que ces boucles se fassent, il faut arriver à avoir un data, donc une banque de données, donc qui est une mémoire, donc qui concentre toutes les données. Donc les données d'entrée, les données de sortie, et puis qui recherche des données complémentaires à l'extérieur. Et donc, toutes ces données doivent occuper des places bien définies pour que le système fonctionne bien. Donc, il faut un système de classification optimum. Plus l'intelligence artificielle se rapproche de la vérité, de la réalité de l'univers, plus l'intelligence artificielle est performante. Et donc j'ai dû apprendre à classifier ce que c'est la destinée. Et donc, il y a une image très simple pour expliquer cela, c'est que c'est une main qui tient un plateau. Donc, comme les serveurs de bistrot, les serveurs de restaurant, tout ça. Donc, il prend sa main et donc il y a le plateau dessus et puis il y a les différents éléments sur le plateau. Donc, les verres ou assiettes, je ne sais pas. Et donc, le bras qui porte le plateau, c'est ce qu'on appelle la providence. Et le plateau, c'est le destin. Et les éléments qui sont dans le plateau, c'est la destinée.
ça veut dire que le, dest- le destin est porté par la providence. Et le destin est un cadre délimité. Et la destinée est limitée par le destin. Et donc, c'est une image qui permet de comprendre facilement ce qu'est la vie. La vie, c'est l'ensemble de ces trois choses. Je ne sais pas si l'image est Moi, j'ai bonne. très peu entendu, malheureusement, vu que mon ordi est lent. Mes excuses. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais revenir. Donc là, tu as parlé du destin et de la destinée et tout ça, mais il y a un truc que j'ai trouvé très intéressant que tu as dit au début et que je me suis rappelé maintenant. C'est que tu parlais que finalement, il y a les âmes et ceci est le décor. Alors, une question qui m'intéresse, c'est tiens, mais pourquoi est-ce que les âmes, elles choisissent de s'incarner? Les âmes ne choisissent pas de s'incarner. C'est la providence. C'est la providence qui règle le cycle des incarnations et des réincarnations. Donc, c'est l'exemple que j'ai posé. C'est que le serveur porte le plateau et dans le plateau se trouvent les éléments. Le serveur, c'est la providence. Le plateau, c'est le destin. Et les éléments en mouvement sur le plateau, c'est la destinée. Donc c'est la providence qui assure l'incarnation et la réincarnation. Allô? C'est inutile. Oui, Ah, j'entends plus rien. C'est Ah là inutile. là. Ah là là. C'est inutile. C'est C'est moi j'avoue que inutile. pour le moment, je n'ai plus vraiment de questions ou de sujets. Et malheureusement, bientôt, je vais devoir enregistrer autre chose. Donc, je vais déjà annoncer la fin. Donc, d'ici 20 minutes, je devrais couper. Mais du coup, ce donc qui m'intéresse, c'est sur quoi est-ce que on termine? Je veux dire, avec quoi est-ce que vous repartez de tout ce qui a été dit jusqu'à présent pour nos auditeurs et qu'est-ce qu'on peut euh, leur conseiller ou pas leur conseiller ou écouter ou enfin voilà, avec quoi on repart? Jean-Daniel? Moi, je dirais mystère. Enfin, je sais pas. Moi, plus je lis des bouquins, plus je me rends compte que je ne sais rien et qu'en fait, fondamentalement, c'est ça la réalité, c'est qu'on sait rien et tu sais pas. Quelqu'un qui est matériel, enfin, t'as pas de classification, t'as rien, t'es juste responsable de ta propre destinée et puis le reste, faut un peu accepter que voilà, c'est un mystère. Alors on a des indices, mais je trouve que c'est difficile de se prononcer. Donc c'est ça le mot avec lequel je repars. Je suis d'accord avec Jean-Daniel. Parce qu'on ne sait pas, franchement, et même la physique, enfin, tout porte à croire qu'en fait, on sait rien, quoi. On sait pas c'est quoi la matière, ou alors que quelqu'un vraiment l'a vécu, si quelqu'un a vraiment traversé les mondes, oui, là, c'est une vraie expérience, mais je pense pas que ce soit possible de vraiment théoriser comment les choses se passent. On peut
Ouais, c'est ça mon ressenti, moi. Euh, En tout cas, pas avec l'intellect, en tout cas. je suis tout à fait d'accord avec Jean-Daniel. Ce pourquoi il faut élever son niveau de conscience à un niveau beaucoup plus élevé que l'intellect. Ce n'est pas, L'intellect sert seulement à trouver de quoi manger au jour le jour. Et À jouer aux échecs. à faire fonctionner son computer. C'est ça. Et À donc, créer des beaux graphiques, à créer des beaux graphiques pour les gars du 7e étage de Carrefour. exact, Ouais. pour qu'ils mangent la sauce. Et donc, et donc, mais il existe des états supérieurs auxquels l'être humain peut accéder et comprendre. Et je crois que lorsque l'on est jeune, il faut garder cela comme objectif. Parce que on ne peut pas vivre heureux si l'on n'a pas un but et des objectifs. Et c'est très important de pouvoir définir quels sont les buts que nous voulons atteindre et quels sont les objectifs que nous allons aborder pour atteindre ce but. Ce que je retire de notre rencontre, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Parce que tous les deux, vous êtes jeunes. J'entends. Okay, Et je me dis que tout n'est pas foutu. Et, Ouais. et quand, et quand mon maître me dit que il ne restera que 5% de l'humanité, je pense que vous deux, vous serez dans les 5%. C'est ça que je... Ben on va essayer là. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. entendu. Mais Parce je que il vais y a... donner. Ah, attends, quand même- j'ai un petit truc à Ah, tu as dire. encore quelque chose. Parce qu'il faut que je justifie la patate chaude que j'ai lancée, les 5%. C'est parce qu'il y a une information qui est très importante, qui a été donnée, mais les gens n'ayant pas un niveau de conscience élevé n'ont pas compris. C'est que la température du magma augmente sans cesse. La température du magma au centre de la Terre. Et le plus grand problème, c'est ça. Parce que c'est la température du magma au centre de la Terre qui fait fondre les pôles et qui fait bouger les plaques tectoniques qui créent les raz de marée. Plus la température du magma va augmenter, plus les raz de marée seront très importants. L'eau des océans va monter jusqu'à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est une certitude. Et donc, il y a aussi une chose, c'est qu'il y aura une raréfaction des produits alimentaires parce que la Terre est saturée et elle ne peut plus bien produire. Ce que l'on produit aujourd'hui en Europe, c'est parce que l'on met des produits chimiques. Dans 3/4 des productions alimentaires, si l'on ne met pas de produits chimiques, la Terre ne produit plus.
Et avec l'élévation de la température du magma, la pollution que l'on a mis en terre, qui a été absorbée par la terre, va revenir à la surface à cause des températures et de la pression qu'il y a au centre de la terre. Tous ces produits vont remonter à la surface et vont rendre les terres incultivables. Et c'est de là que viennent les problèmes. Et c'est ce qui justifie les 5% de l'humanité. Bam, on a même une projection de l'apocalypse. Moi, le dernier mot que C'est pas moi j'ai... l'apocalypse, c'est pas l'apocalypse. C'est vibratoire. C'est ce que je disais. Il y a un level. Il y a la vibration de l'univers et puis il y a ce que nous faisons et notre charge potentielle, le karma. Et donc, à chaque moment, on peut modifier les choses. Si la conscience collective s'élève, la température du magma diminue. Parce que la température du magma est fonction de la conscience collective dans l'univers. Boom. Il y a, comment dirais-je, ce que je dis, ce n'est pas du blablabla, ce sont des réalités scientifiques qui ont été vérifiées, mais qui ne sont distillées qu'au niveau de certains instants. Et ce n'est pas pour rien si les riches sont en train de se préparer, parce qu'ils en ont les moyens. Cool. Pour terminer, parce que mine de rien, je dois quand même terminer parce que je dois préparer d'autres trucs. Moi, j'avais envie de simplifier tout ça, parce que ça, c'est très high level tout ça. C'est que moi, ce que je repars finalement de tout ce qui a été dit, c'est conscience de soi. Et donc voilà, si moi je peux conseiller à n'importe qui écoute, c'est oui, être très conscient de qu'est-ce qui se passe en moi. Par rapport à quoi, et d'être très conscient du lien entre ce qui se passe en soi et du monde et au monde autour de soi, et pas forcément le monde loin, hein, le monde proche, et voilà quoi. Et puis normalement, si on se laisse être bien conscient, on observe des choses, et voilà quoi. Et je ne peux, ça sert à rien que je dise quoi, parce que je préfère que les gens le fassent eux-mêmes. Donc voilà, voilà, moi j'ai dit. Merci beaucoup, François. Merci à vous Merci d'avoir à vous. participé. Et, Avec plaisir. et donc voilà, et peut-être que on se réentendra, reverra. Et donc voilà à toutes. Et j'espère que vous avez kiffé, qui que vous soyez. Voilà. Et donc moi. Merci, bonne soirée. Nous écoute, merci de nous écouter.